Alors moi, tu sais, je fais partie de ces gens dont on dit qu'ils ont le parcours atypique. Donc ce que j'ai appris, c'est qu'on peut faire du business très simplement. On peut taper dans le dos d'un grand patron d'une grande centrale d'achat que je ne nommerai pas. À partir du moment où vous êtes authentique, la vente, elle est simplissime. Ma propre expérience prouve qu'avec de l'audace, de la détermination et de l'envie, tu peux tout faire. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Plus belle la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te réinviter une deuxième fois. Oui. Parce que la première fois, on l'a fait dans un resto. Alors nous, on a bien mangé, on a bien rigolé, mais on n'entendait rien. On entendait plus les couverts C'est que nos ça. voix. Donc on le refait avec autant de spontanéité. Vanessa, bienvenue. Merci. Et je te mets tout de suite au défi. Est-ce que tu peux te présenter en 30 secondes ? En 30 secondes, Ouais. bien sûr. Donc, je m'appelle Vanessa Msili, je suis formatrice et coach de vente depuis 3 ans maintenant. J'ai mon propre centre de formation et j'accompagne les équipes commerciales à être plus performants. Ok. Ça va, c'est assez... C'est parfait pour le timing. Est-ce que tu peux nous raconter maintenant, pas en 30 secondes, un peu plus ton parcours ? Oui, bien sûr. Alors moi, tu sais, je fais partie de ces gens dont on dit qu'ils ont le parcours atypique. J'aime pas trop ce mot, mais bon, j'ai pas du tout fait d'études. J'ai eu mon bac et puis c'est tout. Et très vite, je me suis lancée dans la vie active, dans la vie pro. Et puis très vite, j'ai compris que si j'avais pas les études, il allait falloir que j'aie des lignes qui claquent un peu sur le CV. Ouais. Tu sais, celles qui envoient un peu du bois. Et donc, j'ai démarré ma carrière avec mon père dans le sentier. Ouais. Je suis restée assez longtemps avec lui. J'avais la chance d'avoir un père entrepreneur. Donc, j'ai beaucoup appris avec lui. Et puis après, très vite, j'ai voulu aller me confronter aussi au marché. Ouais. Parce que travailler avec sa famille, c'est bien, mais ça a ses limites. Et donc, j'ai été choisir une entreprise où je me suis dit, ça, comme première ligne dans le CV, ça va être joli. Ouais. Alors, c'est laquelle ? Donc, j'ai été chez LVMH. Ouais. Ah oui, Oui, non, j'ai pas. Non, voilà, tu vois, je me suis dit, allez, on vise haut, Ouais. pas de limite. Et donc, j'y ai passé 5 très, très belles années avec des managers incroyables. J'ai beaucoup appris. La chance qu'on a dans ces boîtes-là, c'est que c'est très, très processé. Donc, on apprend très vite. Puis après, j'ai bifurqué, je suis passée chez Groupon. Où j'ai été pendant 8 ans commercial, manager. Et puis après, j'ai voulu aller aussi me confronter à de la start-up un petit peu plus early stage, comme on dit, sur des postes avec plus de responsabilités. Donc, j'ai pris la direction commerciale d'une start-up qui s'est faite racheter derrière. Donc, là, je me suis dit, job done. Puis, il y a 3 ans, j'ai basculé dans la formation. Je dis vraiment ça parce que c'est vraiment une bascule. J'avais jamais pensé à faire ça. On est venu me chercher. On m'a dit, on pense que tu seras la bonne personne pour ce poste-là. Et donc, je me suis retrouvée chez Iconoclast, qui est une école de vente, où j'ai coaché et animé des bootcamps pendant 2 ans et demi. Et puis, à un moment, j'ai eu envie de voler de mes propres ailes et j'ai monté mon centre de formation avec mon propre programme de formation. Je m'éclate dans ce que je fais. Ça se voit que tu t'éclates dans ce que tu fais. J'adore ce que je fais. Je trouve que déjà, c'est un vrai plaisir de transmettre. J'ai quand même beaucoup d'expérience et d'expertise terrain. J'ai toujours été sur le terrain. J'ai pratiquement 23 ans d'expérience, donc j'ai 46 ans. Donc, merci Simon. Non, mais ça veut dire aussi que c'est 23 ans que je mets au service des équipes commerciales parce que, a priori, toutes les problématiques par lesquelles elles passent, je suis passée aussi par là. Et j'ai trouvé les solutions, parfois par moi-même, parfois aidée de mes managers, parfois aidée de formation aussi. Ouais. Et donc, je sais à quel point c'est important de se former, important de coacher les gens pour les rassurer dans leur job, leur faire prendre confiance dans leur job et leur apporter aussi de la technique parce que parfois, ils en manquent. Oui, c'est vrai que tu peux jouer sur plusieurs tableaux. Bien sûr. Tout le monde te parle de technique en formation en général, oui. Mais tu as aussi un aspect soft skills. Bien sûr. Et motivationnel, Bien sûr. Inspirationnel, de Évidemment. prendre confiance. Toi tu dirais que tu as toujours eu cet objectif-là de faire de la formation ou ça t'est un peu tombé dessus et tu t'es découverte comme ça ? Ça m'est un peu tombé dessus, même si je crois que ce que je préférais dans mon job de manager ou de directrice commerciale, c'était justement ce rapport avec l'équipe. Dès que je levais le pied du terrain et quittais les équipes, je me sentais plus du tout alignée avec ma mission. Et c'est vraiment ce que j'aimais le plus. C'était être au contact des équipes, les aider dans leur quotidien, parce que je pense que c'est ce que doit faire un manager dans son quotidien, les aider, les accompagner, les faire monter en compétences, comme on dit, et aussi leur donner confiance dans leur job, parce que c'est important. On sait que ce travail, il est fatigant, il est usant parfois, et on peut perdre pied, on peut perdre confiance. C'est les montagnes russes d'être commercial. Un mois, ça va, tu repars à zéro. Le mois d'après, tu te plantes, tu repars à zéro. Enfin,
Waouh. Et ça, tu dirais, sur une échelle de 1 à 10, le ratio entre technique et motivation, discipline, soft skills? Je pense que c'est un 70-30. Ok. Ouais. La technique, elle est importante parce que c'est celle qui va cadrer tes rendez-vous de vente, c'est celle qui va cadrer ta prospection. Donc, tu as intérêt à avoir une bonne technique. Mais je crois que le mindset, l'état d'esprit dans lequel tu dois être quand tu démarres tes journées, tes semaines, tes mois, ça prévaut sur la technique, je pense. C'est drôle ce que tu dis parce qu'on discutait juste avant avec Raphaël par message. Il m'envoie une vidéo d'un coach américain et il me dit, t'as vu, il a fait toutes les conneries qu'il faut pas faire en call, mais il a quand même un rendez-vous. Ouais. Je dis, mais en fait, il avait tellement l'énergie, le sourire, la posture, la motivation, que bien qu'il ait fait des conneries, ça passe nickel. Ça passe, bien Ça sûr. passe. Bien sûr. Surtout en prospection. Là, tu parles de prospection téléphonique, mais je pense que même si tu n'es pas hyper cadré sur ta technique en prospection, si tu y mets de l'enthousiasme et de l'envie et que tu montres un tel intérêt à ton interlocuteur, il y a de fortes chances pour qu'il t'accorde ce fameux rendez-vous. C'est vrai qu'on a l'impression que soit, alors, à gauche, c'est le mysticisme de la vente, faut être un beau parleur, un tchatcheur. À droite, on va te vendre que non, il y a un process ultra rigoureux, mais on oublierait presque que il y a deux personnes, une qui essaye de vendre et l'autre qui essaye d'acheter ou de pas acheter, et on néglige un peu cette relation. Je trouve que c'est dramatique de la négliger. C'est quand même le cœur de notre métier, la relation humaine, l'échange avec l'autre, la compréhension du besoin, d'amener une personne d'un point A à un point B, justement en lui vendant une solution qui va améliorer son environnement, qui va améliorer le travail de ses équipes, parfois son propre travail, à titre professionnel, parfois à titre personnel. Il y a tellement de choses qui se passent dans une vente que si t'en oublies quand même l'humain, on change de métier. Genre. Non, tu vas te faire changer de métier, tu vas être remplacé par une IA bientôt si tu le fais comme ça. Donc. C'est ça, exactement. Et donc toi, si on rembobine un peu sur ton parcours, tu as un peu complété les différentes pièces du puzzle. Tu as bossé dans une petite entreprise qui était celle de ton père. Ouais. Tu as bossé dans un grand groupe très structuré. Oui. Tu as bossé dans une start-up et maintenant, on va dire que tu es à ton compte. Oui. Qu'est-ce que tu as appris spécifiquement dans chacune de ces expériences-là, si tu devais ressortir un élément de chacune? C'est intéressant ce que tu me demandes parce que j'y ai beaucoup réfléchi. Ouais. Quand je regarde à chaque fois mon parcours et la personne que je suis devenue aujourd'hui, je me dis qu'est-ce qui m'a fait devenir qui je suis, professionnellement parlant et humainement aussi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le sentier, c'était quand même un écosystème très particulier, bien à part. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le sentier qu'on a connu, mais à l'époque, c'était une vraie fourmilière. Il y avait énormément de business qui se passait dans cet arrondissement, dans ce quartier. Donc, ce que j'ai appris, c'est qu'on peut faire du business très simplement. Autour d'un café, autour d'une table, sur un comptoir. On peut taper dans le dos d'un grand patron d'une grande centrale d'achat que je ne nommerai pas. À partir du moment où vous êtes authentique, la vente, elle est simplissime. Ça, c'est ce que j'ai retenu et je suis bien contente d'avoir commencé comme ça. Ouais. Parce que derrière, c'était plus... quand tu parles d'LVMH, bien sûr, c'est des process qui sont très lourds. On n'évolue pas rapidement. Chez LVMH, il faut monter palier après palier. On vous fait confiance, mais on vous manage beaucoup. Et c'est tant mieux. Là, j'ai appris la rigueur, tu vois. La rigueur du métier, à être très structuré, à être très cadré et beaucoup sur le terrain. Chez Groupon, c'était la créativité. Ouais. Parce que quand tu arrives dans une start-up à l'époque, on était 60 et on est monté jusqu'à 700 personnes. Quand tu arrives dans cette start-up qui fourmille d'idées, ça part dans tous les sens, ça draine un cash assez incroyable. Ouais. Là, tu prends le goût du challenge, évidemment. La créativité aussi, parce qu'on te demande de te renouveler chaque jour, et le goût de l'effort. Et puis après, dans les startups qui démarrent, j'avais un poste de DIRCO, donc c'était un peu différent. Déjà, j'avais des responsabilités. Là, tu apprends la vision, tu apprends à construire une équipe, tu apprends à manager une équipe, et tu apprends à réunir des gens autour d'un projet. Et ça, c'est une belle expérience d'aller... pitcher devant des VC, d'aller... c'est une très, très belle expérience. J'en garde un souvenir incroyable. Et après, sur la formation, sur ma propre entreprise, là, tu apprends à travailler 7 jours sur 7. 8 jours sur 7. Et là, tu te dis, mais... Attendez, excuse-moi, je n'avais pas signé pour ça, moi, à la base. Non, là, tu apprends à travailler pour toi. Ouais. Et il y a autre chose aussi. C'est toi que tu vends. Tu ne vends plus pour quelqu'un. Tu te vends, tu vends tes services, ta crédibilité, ta légitimité,
ta marque, tes idées de formation, ta pédagogie, tes méthodes. C'est très différent. C'est intéressant ce que tu me dis parce qu'on en parle rarement. Bien sûr. Qu'est-ce que ça change selon toi? Ça change beaucoup de choses sur la posture que tu dois adopter parce que tu dois apprendre à mettre en avant ce que tu proposes sans forcément te mettre en avant toi. Tu dois essayer de te décrocher de ton produit, de ton service, même si c'est toi qui le vends, tu le représentes, mais tu dois montrer absolument les avantages et les bénéfices que les gens pourraient retirer d'une formation sans pour autant te mettre en avant. C'est très difficile, je trouve. Surtout que toi, le produit que tu vends, au-delà d'être à ton compte, c'est toi. C'est moi, bien sûr. Et comment tu détermines cette limite entre... Parce qu'il y en a qui doivent venir pour toi. Bien sûr. Parce qu'ils veulent être formés, pas tout court, mais par toi. Tout à fait. Et comment tu joues avec cette limite-là? Je joue pas vraiment avec cette limite parce que j'ai conscience aussi que si on vient me chercher, c'est parce que c'est pour qui je suis. C'est pour mon expérience, pour mon expertise terrain. Donc ça, je suis complètement à l'aise avec ça. Mais je pense à la suite. Si demain, je dois faire grandir ce centre de formation et travailler avec d'autres coachs, on ne pourra plus venir pour moi. Pour ta marque. Et pour ma marque. Donc, j'essaie vraiment de détacher un petit peu ça. Mais c'est très flatteur aussi quand les gens, on va pas se mentir, quand les gens te disent non, c'est avec vous qu'on veut travailler. Ça, c'est un bon point. Bien sûr. Je te souhaite d'avoir le problème de se dire non, je n'ai plus le temps, etc. un jour. Je me le souhaite aussi. Mais t'inquiète, un tel est aussi bien que moi. J'aimerais qu'on rembobine sur un point. On en parle rarement aussi. Tu vois, c'est la journée des découvertes. C'est les études. Oui. On est dans une ère de LinkedIn où tout le monde fait des études, etc. On a la chance ou pas, je sais pas, d'être sur un métier, les métiers de la vente, où il n'y a pas de barrière à l'entrée. Un avocat, il lui faut le barreau pour être avocat. Un commercial, il peut s'auto-coller son étiquette sur le front. Toi, tu nous disais ne pas avoir fait d'études. Qu'est-ce qui t'a aidé? Qu'est-ce qui a pu potentiellement être préjudiciable aussi? C'est quoi ton avis là-dessus? J'ai un avis qui est assez tranché. Ouais. Sans blague. Étonnant. Non, il est assez tranché parce que ma propre expérience prouve qu'avec de l'audace, de la détermination et de l'envie, tu peux tout faire. Donc c'est ce que je prône, véritablement. Sauf que j'ai des enfants. Donc ils n'écouteront pas ce podcast. Enfin, pas ces minutes-là en tout cas. Non, et donc je les pousse aussi bien sûr à faire des études parce qu'ils ont les bonnes prédispositions pour le faire et ils sont en capacité d'aller faire des hautes études, chose que je n'avais pas. Et je suis très honnête avec ça, je n'aimais pas l'école, je n'y trouvais pas ma place, j'avais du mal à comprendre le système scolaire. Donc, j'ai fait ce choix-là. Aujourd'hui, c'est sans regret. La seule chose, c'est que si tu n'as pas ce caractère comme celui que je peux avoir, si pour toi rien n'est impossible, ça va être difficile parce qu'il faut quand même avoir une sacrée force de caractère pour ne jamais se laisser démonter, s'imposer, trouver sa place dans des équipes où autour de toi, on a fait des très grandes écoles de commerce et constamment prouver que tu es capable de le faire toi aussi, qu'on doit te donner ta chance et surtout, ça c'est le petit challenge perso, que tu vas même mieux faire parce qu'il y a peut-être aussi un côté pas revanchard, mais une légitimité que tu dois prouver parfois. Et ça, on me l'a pas tout le temps, mais parfois, on me l'a fait ressentir. Peut-être aussi un moteur un peu plus puissant que ça l'est. Une ligne sur le CV, quoi. Bien sûr, ça l'est. Toi, tu dirais que tu l'avais en toi, la vente, le métier de commercial, tu l'avais en toi? Oui, parce que j'ai toujours, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours vendu. J'ai toujours aimé vendre. Depuis petite, je m'amusais déjà dans la vente. Ça tombe bien, je vais te demander ta première vente, alors c'est le moment. Vrai Exactement. Ma première vente, je devais avoir, peut-être 10 ans, peut-être même avant, 8-10 ans. À l'époque, on vivait en banlieue, dans le 78, on avait une grande maison avec un grand jardin. Et tous les dimanches, il y avait beaucoup d'amis de mes parents qui venaient avec leur voiture. Et puis, je m'étais dit, attends, si je leur propose un service de nettoyage de voiture, je peux peut-être me faire payer. Et donc, j'allais les voir en leur disant, je trouve que votre voiture, elle est quand même pas très propre. Le problème. Le fameux problème. Ouais, t'as raison. Moi, je vous propose, pour 10 francs, alors bien sûr, là t'as perdu la moitié de ton audience. Il y a eu de l'inflation, vous inquiétez pas. Pour 10 francs, je te lave ta voiture. Mais elle facture les formations en francs encore. Je te lave ta voiture. Et donc, tous les dimanches, pratiquement, je gagnais 30, 40 francs. Et c'était mon argent de poche. Et attends, je t'ai fait quand même, hein.
Enfin, tu vois, C'est genre. pas facile d'avoir une Mais voiture. non, c'est pas facile. Bon, à 10 ans, tu fais comme tu peux, tu vois. Comme sur le périph', là, tu sais, avec un coup de raclette. Un coup de raclette Hop. et c'est bon. Non, mais voilà, je crois que c'était ça ma première vente. Ouais. Mm. À quel moment tu t'es rendu compte que tu étais doué pour la vente? Oh, c'est une bonne question, ça. Je crois que je m'en suis rendu compte assez vite parce que comme il y avait quelque chose de très naturel et de très intuitif et instinctif chez moi. Quand j'étais à l'époque donc avec mon père m'a très vite fait confiance. J'étais très jeune, hein, T'avais commencé à quel âge? Oui, j'avais 20 ans. Ok. Donc j'étais quand même très très jeune, mais mon père me disait non mais je pense que tu peux le faire. Ouais. Tu peux y aller. Vas-y. Et donc je me retrouvais toujours avec lui, il supervisait quand même les choses, à vendre, à parler, à expliquer, à comprendre. Les clients jouaient le jeu, je pense aussi. Ouais. Ils jouaient le jeu et je les remercie d'avoir joué le jeu parce que ça m'a donné confiance en moi. Tout de suite, j'ai aimé ça. Cette relation comme ça. On vendait enfin, on parle de milliers de pièces de vêtements. Donc, ça chiffrait très vite. Et quand je faisais des très belles commandes, forcément, j'étais hyper contente, j'étais hyper fière de moi. On me disait aussi bravo, t'as fait un super avec ton job. père, c'est pas pareil que de bosser pour un inconnu. Bien sûr, même s'il n'était pas tendre. C'est peut-être aussi pour ça que t'es devenu ce que t'es devenu. Il laissait rien passer, mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Et je crois qu'il est là le secret, c'est que quand tu fais ce métier avec plaisir, avec passion, je vois pas comment tu peux ne pas y arriver. Et justement, t'envoies, toi, des commerciaux en formation ou par ailleurs qui subissent, qui sont là et qui savent pas pourquoi? Ouais. Ah oui, j'en vois beaucoup. Tu dirais que c'est la majorité? Non, c'est pas la majorité. J'en vois beaucoup qui, effectivement, parfois par manque de technique, par manque de méthode, et ça, on peut pas leur en vouloir. Parce que si on ne leur donne pas le bon cadre, la bonne structure pour y arriver, s'ils ne l'ont jamais eu, ils vont pas l'inventer. Ils vont tâtonner. Et donc, ça peut démoraliser un commercial. Quand tu vois qu'il n'arrive pas à faire son chiffre, c'est compliqué. Et puis, je dirais aussi des commerciaux qui sont un peu lassés parfois. Ouais. Ou pire, qui n'aiment pas ce qu'ils vendent. Difficile d'être convaincant si t'es pas toi-même convaincu quand même. Je ne te le fais pas dire. Voilà. Et alors toi, quand t'arrives face à une assemblée de commerciaux un peu émoussés, qui maîtrisent pas la technique, l'autre il est plus motivé, comment tu t'y prends? Déjà, j'ai une énergie qui fait que j'embarque quand même beaucoup les gens avec moi. Donc ça, je pense que c'est l'unfair advantage, tu vois, que je peux avoir. Je vulgarise les propos un maximum pour que ce soit compréhensible par tout le monde. Et puis, je pense aussi que j'ai cette faculté à scanner très vite les gens. Donc, je comprends les points forts des uns, les points faibles des autres, et je vais appuyer dessus pour créer une bonne émulation dans le groupe, apporter encore une fois toute la technique sur des cas très concrets, très pratiques, faire avec eux aussi, et puis dédramatiser les situations. Toi, quand on voit souvent des commerciaux français du coup, tu dirais qu'on est bon en France sur la vente? Oui, on est bon. On est bon ou on est très bon? On est bon. On est bon? Oui. Comment on pourrait s'améliorer? En cassant un peu les codes parfois un peu rigides qu'on peut avoir dans la vente, en remettant encore une fois peut-être plus d'authenticité dans ce qu'on fait, je pense. C'est ce qui nous manque. Moi, je suis beaucoup de coachs, de formateurs aux États-Unis, au Canada, et ils ont cette énergie débordante. Ils ne se lassent jamais de rien. Il y a pas cette parfois nonchalance française, je pense, qui nous dessert. C'est de la nonchalance, tu dirais, ou c'est de la peur d'en faire trop? Un peu des deux. Un peu des deux. Mais je pense qu'il y a de la nonchalance. Et puis, on est un peu feignant, je trouve aussi parfois. Oui. Un peu. Tu as noté ce moment d'attente avant de le dire. Je pense qu'on est un peu feignant. Hier, j'ai pensé à une vidéo d'Enzo qu'on connaît tous les deux. Et j'ai un commercial qui me dit putain, j'ai un client qui est disponible qu'à 19h. Je dis ok, c'est un client pourquoi? Pour le closer, pour une grosse mission, c'est un contrat d'1 an, etc. Je dis mais je comprends pas ton problème. Il dit c'est tard 19h. Je dis ouais, mais pour closer, t'as 800 € de prime sur ce truc-là. Mais au-delà de ça, en fait, alors, t'as raison dans ce que tu dis, mais au-delà de la prime, je veux dire, quelle image tu renvoies à ton prospect? Non, 19h, c'est tard. Vous m'intéressez pas? Vous n'êtes pas assez gros pour moi ou j'ai mieux à faire? Qu'est-ce que tu as de mieux à faire que de faire ton taf? C'est ça. Non, mais je te demande pas de faire 2 heures de call de 19 à 21h en plus. Et C'est un 19h, on va quand même pas exagérer. On n'est va. pas en train de parler d'un 23h. Là, d'un coup, ça me fait penser, quand je bossais chez Groupon,
Je me suis retrouvée un dimanche chez un client parce qu'il y a eu un problème sur les vouchers et qu'il était hors de question que je le laisse en galère. Je trouve que ça se perd un petit peu. J'aurais pu ne pas y aller et lui dire, mais on est dimanche en fait. Bah non. Parce que conscience professionnelle, parce que gros client, parce que j'aime mon job. C'est peut-être ça aussi, le secret, c'est que je n'ai jamais eu cette impression de travailler. J'ai toujours fait ce qui me faisait le plus plaisir. Alors peut-être que certains doivent se poser la question, est-ce qu'ils sont juste au bon endroit aussi ? C'est hyper intéressant. Tu penses qu'un commercial, aujourd'hui, qui éprouve pas de plaisir, il peut le développer ou il va être contraint toujours de le garder, ce boulet ou ce fardeau ? Ça me paraît compliqué, si vraiment tu ne prends pas plaisir dans ce que tu fais, d'aller débloquer ça. Ça me paraît super compliqué. Et tu penses que le manque de plaisir, il serait dû à quoi ? Peut-être soit vous n'êtes pas au bon endroit. Ouais. Il y a ça aussi. Parfois, il y a des très bons commerciaux, mais qui ne sont pas au bon endroit. Ils ne sont pas dans la bonne boîte. Tu les changes de boîte, ils deviennent excellents. Peut-être que le management n'est pas à la hauteur des attentes. Peut-être que, encore une fois, ce fameux manque de méthode fait qu'il n'arrive pas à être à son plein potentiel. Peut-être que... Ça fait beaucoup de peut-être. C'est des hypothèses, voilà. Non, mais, écoute, j'essaye d'aller partout, tu vois. Non, mais il y a plein de raisons. Mais je crois que c'est important, encore une fois, de faire le métier qu'on aime avec cette passion parce que je suis convaincue et je l'ai testé que l'autre en face, il le ressent. Oui, puis tu passes quand même de meilleures journées si tu aimes ce que tu fais. Et tu passes de meilleures journées, on est d'accord. Sur 5 jours sur 7, c'est plutôt intéressant comme calcul. Ça vaut le coup de s'y pencher. C'est qui ton coach préféré aux États-Unis ? Mon coach préféré aux États-Unis, c'est une femme qui s'appelle Sonia, qui est une Canadienne, dont le nom m'échappe parce qu'elle a un nom un peu difficile à prononcer. Elle est solaire, elle est lumineuse, elle est d'une énergie folle, c'est une coach business. Elle transmet vraiment sa passion pour la vente aux personnes qu'elle coach et ça se ressent dans toutes les stories qu'elle peut faire. Elle vient en France là au mois de juin et c'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup. Et puis, elle a un branding incroyable. Et puis, enfin, voilà, elle a su jouer sur tous les tableaux. On ira Allez voir. Ouais. Ok. J'ai eu une discussion et j'aimerais bien ton avis avec mon petit cousin hier, qui a 18 ans, qui passe le bac à cours en juin. Il me dit, je veux faire commercial. Ouais. Qu'est-ce que je fais ? Envoie-le-moi. Mais alors, il a une maman un peu comme toi qui veut qu'il fasse des études. Mais qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune de 18 ans qui se cherche un peu parce que son projet n'est pas forcément abouti, mais qui a envie de devenir commercial ou à faire du business en tout cas. Ouais. Déjà qu'il aille se former pour de vrai. Je lui envoie-le-moi, bien sûr, c'est une blague, mais qu'il aille se former. Parce que je pense qu'il sera plus fort dans ce métier-là. Se lancer comme ça aujourd'hui, je trouve ça un petit peu dommage parce qu'il y a beaucoup de formations qui sont plus à même de le faire démarrer dans de très bonnes conditions. Tu vois, je pense notamment avec l'arrivée, elle est déjà arrivée depuis longtemps, mais l'IA qui est là, tous ces nouveaux outils qu'on utilise, je pense que c'est bien de démarrer déjà avec tout ça dans sa poche, de se former à la technique de vente, de se former à la négo, de se former au closing, de se former à la prospection téléphonique. Il n'en sera que plus fort. Parce qu'en fait, le temps qu'il ne passera pas dans une formation, il le passera un peu peut-être à se casser les dents sur le terrain et ça peut le démotiver dans ses premières expériences, tu vois. Qu'il aille se former, des formations courtes. Pas besoin d'aller faire une école de commerce pendant 5 ans. De toute façon, moi j'en ai fait une, t'apprends pas à vendre. Non, t'apprends tout sauf vendre. T'apprends plein de choses, attention, tu apprends énormément de choses. Je ne critique pas du tout les écoles de commerce, mais je pense que pour devenir commercial, c'est pas du tout la bonne voie, du tout. Donc, des formations courtes, 6 mois, 8 mois, 3 mois, mais vraiment intenses, sur des bootcamps très intensifs. Il apprend. Et puis après, il va se confronter au marché. Au terrain, exactement. Il va se prendre un peu de porte. Allez hop, il va se casser les dents 2-3 fois. Et si tu avais un jeune en face de toi qui te dit « j'ai pas d'argent, je veux pas me former en payant comment je me forme gratuitement ?» Ou en achetant un bouquin, un truc. Ok, aujourd'hui sur Internet, tu as 1 milliard de formations possibles et imaginables. Sur YouTube, tu as énormément de contenu. Des personnes comme toi, comme moi, on partage beaucoup de contenu sur LinkedIn. Mis bout à bout, si tu es un peu smart et que tu as une tête bien faite, je pense que mis bout à bout, vraiment, tout ce contenu-là, ça peut déjà t'aider à comprendre certains termes, la posture, l'attitude,
le mindset, des use cases vraiment, tu vois. Donc, je pense que tu peux démarrer même sans argent. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu sur Internet. Il suffit juste d'être un peu curieux et de ne pas être feignant. Oui. Et justement, il y a beaucoup de commerciaux qui ne débutent pas, Oui. qui ont 5 ans, 10 ans, 20 ans, Oui. plus d'expérience, mais qui ont toujours des lacunes. Oui. Nous qui sommes du métier, ça se voit vite quand tu es prospecté, quand tu achètes quelque chose. Est-ce que tu trouves qu'on fait assez d'efforts personnellement, ou même à titre collectif en entreprise, pour se former, que ce soit en payant ou gratuitement? Jamais de la vie. T'es d'accord? Mais vraiment, vraiment, jamais de la vie. Pourquoi? Et encore plus dans notre métier. Déjà, le commercial, il va beaucoup vivre sur ses acquis, tu vois. Et en plus de ça, si c'est un commercial qui tourne bien, qui performe, qui a ses objets, qui est dans une boîte installée depuis 5-10 ans, qui a son portefeuille, il ira pas chercher plus loin, je pense. Et alors, qu'est-ce que tu lui dis à ce gars? Que c'est important de se former, Ouais. que c'est important de rester à jour, à la page. Mais on le voit. C'est-à-dire en 3 mois, tu peux être complètement dépassé parce qu'il y a des nouveaux outils, parce que l'IA a débarqué, parce que l'IA ne fait pas du bien aux commerciaux. On peut en parler de ça? On peut en parler. Et parce que c'est bien aussi, à un moment, de sortir un peu de cette zone de confort dans laquelle on peut s'installer quand on est un bon commercial. On a nos habitudes, on a notre routine, on n'aime pas trop être bousculé, on n'aime pas trop se remettre en cause. Le fait de prendre des formateurs externes qui ont un œil très neuf et une vraie hauteur sur ce qui se passe dans l'entreprise, sans y être impacté, parce que moi, je n'ai pas d'intérêt dans les entreprises. Je ne connais pas leurs services, leurs produits, je ne sais pas comment ils fonctionnent en interne. Moi, je viens faire une formation et tu viens te remettre un petit peu soit à la page avec des techniques que tu avais peut-être un peu oubliées ou que tu n'utilises plus parce que tu as la tête dans le guidon, tu as ta façon de faire et tu n'y déroges pas parce qu'elle fonctionne. Mais peut-être que si tu étais mieux formé ou en tout cas que tu revoyais peut-être les fondamentaux de la base aussi, de la vente, pardon, tu serais encore plus performant. Ouais, c'est vrai qu'il y a un truc qu'on néglige. On te dit, il est bon, il est pas bon, globalement. Oui. On te dit un commercial, allez, des fois on dit, il est excellent. Mhm. Sauf que juste un peu mieux que bon, c'est peut-être 3% de closing en plus. Sur une journée, c'est pas beaucoup. Sur une année, ça commence à faire un peu plus de chiffre d'affaires. Sur 10 commerciaux, ça fait quand même une évolution qui est intéressante. Et sur plusieurs années, ça joue. Et j'ai du mal, moi, à comprendre, et je suis preneur de ton avis là-dessus, comment on en arrive à ne pas prendre conscience de ces éléments, en tout cas pour le métier de sales. Parce qu'il y a 2 points de vue différents. Il y a le commercial en lui-même et le management. Le commercial, lui, il est dans son travail, dans son quotidien, il fait ses objectifs et ça lui suffit. Je suis pas complètement... Enfin, je suis d'accord avec toi là-dessus, mais justement... Tu comprends pas. Si, non, bon, moi je comprends pas, mais je peux comprendre qu'on comprenne. Mais le manager, lui, il est censé avoir un peu plus de recul et lui dire, bah oui, t'es bon, bravo, mais tu peux être meilleur. Et moi, mon intérêt, c'est que tu sois meilleur. De manière alignée, ton intérêt aussi, il est à ce que tu sois meilleur. Donc, formons-nous, on a quand même la chance, on parlait de Calliope juste avant, d'avoir beaucoup de budgets qui sont pris en charge en France. On les utilise pas. Parce que parfois, se former, c'est aussi venir remettre en question les process d'une boîte. Et on n'a peut-être parfois pas envie de tout remettre en question, de changement, parce qu'on sait que le changement, ça peut perturber un petit peu les gens, alors que je ne suis pas d'accord avec ça, et que c'est bien de venir un peu secouer aussi des équipes, parce que même s'ils sont bons, bah, tu as raison, juste en allant chercher le petit extra miles, comme on l'appelle, Voilà. tu deviens très bon. Et au lieu de faire 100% de ton objet, tu vas chercher la surperformance, 120, 130, 140, 150, 200. Tu pètes les scores. Et c'est quand même pour ça, à la base, je crois, qu'on fait ce métier. Normalement, oui. J'ai jamais eu aucun problème de dire, et je le répète, et c'est ce que je dis en formation, votre driver, si c'est pas l'argent, posez-vous quand même une bonne question. Mais alors, C'est pas que ça, bien sûr, mais ça doit faire partie de ton driver quand tu es commercial. je vais pas me faire l'avocat du diable, mais je vais le faire quand même. Vas-y. Est-ce que tu trouves que les plans de rémunération des sales en France sont suffisamment motivants et attractifs pour justement pousser à la surperformance? Je vais faire un comparatif avec mon époque, du coup. J'ai toujours eu des plans de REM hallucinants. C'est comme ça, je suis tombée dans des boîtes où vraiment, on mettait en avant la performance des commerciaux et on les poussait à aller chercher la surperformance.
parce qu'on savait que derrière, c'était le jackpot, réellement. Quand je vois les plans de REM aujourd'hui, je les trouve un peu moins intéressants dans certaines boîtes, parfois pas du tout motivants. Et là, je pointe du doigt les managers qui font ou plutôt les directeurs commerciaux qui font ces plans de rémunération. Peut-être que vous passez à côté de commerciaux qui, eux, ont les crocs et qui pourraient aller chercher le chiffre d'affaires qui manque pour aller tout exploser. C'est quoi un ratio d'un bon package pour un commercial aujourd'hui ? Tu sors d'études, tu commences ta carrière. Je dirais que tu dois au moins pouvoir doubler ton salaire. Dans beaucoup de boîtes, on en est loin quand même. Ah oui. Pour moi, tu dois au moins pouvoir doubler ton salaire, ouais. Au moins. Je suis convaincu, tu le sais. Non, mais je le sais. J'ai parfois triplé, voire quadruplé mes salaires. C'est comme si on était une belle voiture en France sur le métier de commercial, mais on n'y met pas la bonne essence. C'est-à-dire que on met pas la bonne quantité, on met pas le bon sans-plomb, et donc on a des commerciaux qui pourraient être très bons, mais qui se contentent du minimum parce qu'ils s'entraînent pas, parce qu'on les motive pas, parce qu'ils prennent pas de recul, parce qu'on leur laisse pas non plus le temps d'être meilleurs. Et je trouve ça assez frustrant pour les commerciaux, mais même pour nous qui regardons un peu ça avec du recul finalement. Oui, mais parce qu'aussi le marché il est quand même tendu. La concurrence pour certaines boîtes dans certains secteurs est quand même très forte. Donc on pressurise aussi beaucoup les commerciaux. Et comme tu dis, on leur laisse pas le temps. Tu penses qu'un commercial il est meilleur sous pression ? Ah, je crois pas, non. Ouais. Ah non, vraiment pas du tout. En fait, c'est un peu un réflexe contre-productif, mais de sécurisation du manager pour... Qui ne sert à rien. Ouais, si vous écoutez. Arrêtez de mettre de la pression Ils sur sont vos partis, commerciaux. Ils viennent de partir. On a perdu tous les managers C'est qui de ces France. deux cons ? C'est qui celle-là pour m'apprendre mon boulot ? Mais elle se prend pour qui ? Non, mais ça n'a... Enfin, en tout cas, perso, je n'ai jamais mis de pression sur mes équipes et ça a toujours très bien fonctionné. Au contraire. Moi, je me rappelais quand j'étais chez Coca. À l'époque, j'étais alternant. T'avais des objectifs, mais à la con. Genre, t'étais capé à 600 € ou 700 € de commission pour le mois, mais avec des trucs très simples à atteindre. Donc, en fait, le 10 du mois... Tout le monde était à l'objet. Tout le monde était à l'objectif. C'était 20 jours pour glander. Et comme le mois d'après, tu repartais sur le résultat du mois d'avant, bon, t'essayais de pas aller trop loin parce que sinon, tu te tirais une balle dans le pied pour le mois d'après. Tu faisais du frigo ? Exactement. Alors, écoute bien. J'ai gagné le concours national des frigos de chez Coca. Bah tiens. Moins par mérite que par ruse. En fait, ils n'avaient pas capé le concours. Donc, que tu mettais un petit frigo comme ça pour un bar ultra design ou un énorme pour un kebab qui avait 2 portes, voire 3 portes, ça faisait un frigo. Donc, moi, j'allais voir les kebabs, les boulangeries qui ont un gros débit de canettes. Je leur dis, il est bien le frigo 2 portes. Ah ouais, j'aimerais bien l'avoir. Je dis, mais vous savez, avec la chaleur, c'est pas terrible, je vous propose de mettre 4 frigos, 1 porte. C'est pas mieux ? Ah si, c'est beaucoup mieux. En plus, ils sont plus jolis, les petits frigos. Allez, je repartais 4 frigos pour le prix d'un et c'était parfait. Et j'ai gagné comme ça. J'ai failli me faire cramer parce qu'il y avait genre 30 ou 40 frigos d'avance sur le deuxième et moi, j'étais en alternance. Mais ouais, c'était motivant parce qu'à la clé, t'avais pas juste une médaille ou 100 €. T'avais un vrai voyage avec le Comex de Coca à France, en tout cas, Ouais, cool. à Madrid et tout. Enfin, c'était une vraie opportunité quand toi, t'es en alternance. Les fameux les incentives, quoi. C'est ça, t'as envie de te bouger. T'as envie, donc, t'y vas. Bon, là, j'ai un peu magouillé. Mais justement... C'est comment, Madrid ? Non, parce que maintenant que Coca écoute. J'ai aucun scrupule. J'en ai fait d'autres. Madrid, c'était très sympa. On avait visité un carrefour avec eux. On était allé en soirée beaucoup. On était allé en soirée avec la direction commerciale. Il y avait les joueurs du Real Madrid dans la soirée. Trop cool. Donc, ouais, non, c'était génial. Des beaux souvenirs. Ouais, mais tu vois, des incentives comme ça, je trouve que ça manque dans les boîtes. Moi, je suis quand même beaucoup dans beaucoup de boîtes. Je parle pratiquement tous les jours avec des commerciaux. Et je trouve que ça manque. Cette motivation-là, ce challenge, vraiment le goût du challenge. Et moi, je le vois quand on fait des sessions de formation call calling. Je mets des challenges à la clé. Alors, c'est des challenges tout con, tu vois. Ça va être, OK, celui qui gagne, je l'invite à déj. Bon, des trucs à mon niveau, si tu veux. Moi, je suis pas dans la boîte. Donc, mais je vois que dès qu'il y a un challenge à la clé, mais comme par hasard, tout le monde joue le jeu. Ils sont à fond, ils veulent gagner. Alors que c'est juste déjeuner avec moi, c'est pas non plus dingue. Tu t'es modeste. Le peu d'incentive que je mets, je me dis à chaque fois, OK, donc ça fonctionne. Et donc j'encourage les managers à mettre des challenges, des jeux, gamifier un maximum les choses. Je sais plus si c'est avec toi que j'en parlais déjà l'autre fois. J'ai vu un recruteur aux États-Unis d'une grosse boîte avec beaucoup de besoins commerciaux
qui allaient recruter dans les casinos. Pour 2 choses. Dans les casinos de jeu? Les casinos de jeu. D'accord. Pour 2 choses. La première, parce qu'ils savaient qu'en ayant des personnes accros au jeu, elles auraient besoin de faire leurs objectifs la semaine pour aller brûler du cash le week-end. C'est tellement smart. Deuxième élément, parce qu'elle s'était rendue compte que les gens accros au jeu ont une appétence au challenge et au jeu et que ça en faisait des meilleurs commerciaux. Ok. Et donc, ils recrutaient la majorité de ces commerciaux à Atlantic City dans les casinos. Visiblement, ça marchait. C'est Je trouvais incroyable. l'anecdote exceptionnelle. Oui, en c'est fait. très drôle. Bon, ici, on pourrait pas le faire, mais... Ouais, non, tu vas avoir des problèmes. Ils cherchent commerciaux, je sais partout, je cherche commerciaux motivés, accros au jeu. Ouais, tu vas avoir des problèmes là. Tu vas avoir des problèmes, je crois. Non, mais c'est intéressant. J'aimerais revenir sur une de tes expériences. Oui. Parce que je ne l'ai pas vécu, mais on m'a raconté que chez Groupon, il y avait une culture ancrée de la vente, de la performance. Et c'est aussi ça qui a permis à la boîte de décoller. Oui, il y avait une vraie culture de la performance. On poussait beaucoup les commerciaux. On leur donnait aussi les moyens d'y arriver. On avait tout à disposition. Ouais. Des managers incroyables. D'ailleurs, s'ils m'écoutent, je vous embrasse. Et surtout, une envie commune menée par un chef de file qui tirait Groupon vers le haut. Tout était facile. Bon, en plus, on arrivait sur un marché vierge. Donc, on avait des boulevards devant nous, avec une très bonne presse. Tout le monde allait dans le même sens. On voulait tous y arriver. On avait tous envie de faire le meilleur deal. On était accros à notre propre application pour regarder le nombre de ventes qu'on faisait à minuit. Collectivement. Oui, bien sûr, parce que les deals se lançaient à minuit. Je te jure qu'on était tous accrochés à notre téléphone à minuit 3 pour voir le nombre de ventes, parce qu'on savait, on avait la tendance. Et on savait si ça allait être un carton ou si ça allait être un peu un flop. Mais voilà, c'était celui qui était le plus créatif dans ce qu'il allait trouver comme deal. Non, c'était incroyable comme expérience. Comment tu crées, j'allais dire mindset, mais presque cette atmosphère de performance et d'amour de ta boîte? Déjà parce qu'il y avait des belles valeurs chez Groupon. Et on était tous rassemblés autour de ça. Parce qu'aussi, ils avaient eu, je pense, cette intelligence de former des équipes très performantes. Je n'ai pas connu un seul mauvais commercial chez Groupon, vraiment. Ou alors, il ne restait pas. Non, mais c'est vrai. Ou alors, il ne restait pas parce qu'il ne tenait pas. Parce qu'il fallait tenir la cadence. Hein. On nous demandait entre 25 et 30 deals par mois. Donc, il fallait sortir quand même beaucoup de clients. La motivation des équipes, un management pushy mais bienveillant, des moyens mis à disposition avec des sales ops. Je pense que ça a été une des premières boîtes vraiment à avoir des sales ops. C'était incroyable. On avait des listes qualifiées de qualité. Enfin, voilà, tout était fait pour qu'on réussisse. Absolument tout. Les locaux, tout était là pour la réussite du commercial. Et l'équipe commerciale, elle était mise vraiment en avant, en lumière, tout le temps. C'est pas le plouc avec sa chemisette, la cravate tachée de maillot, du sandwich du midi, quoi. C'était un vrai... Tu m'as bien regardé. J'ai une gueule à mettre. Non, toi, t'as qu'une gueule à avoir un perroquet un jeudi matin à 8h30, pas une cravate et une chemisette. Oui, là, l'anecdote, personne ne va la comprendre. Oui, bien sûr, déjà, les équipes étaient jeunes, hyper motivées, super dynamiques, avec une énergie de dingue. Il y avait une émulation. Quand tu rentrais sur le plateau, tu sais, il y avait ce bruit ambiant. Comme à la bourse, quasiment. Exactement, comme à la bourse. Il n'y avait pas de call box. Personne n'allait se planquer. Ça, c'est chiant. Mais jamais il y avait de call box. Personne n'allait se planquer dans une call box pour passer les calls. Tout le monde faisait ses calls sur le plateau. Il y en avait qui parlaient assez fort et qui riaient assez fort. Je pense que je faisais partie de ces gens-là. Et c'est pas grave. Et puis, ça permettait aussi de s'écouter les uns les autres, tu vois. Et ça, c'était hyper intéressant. Chose aujourd'hui où je trouve que ça manque, tu vois. Ouais, puis la Funbox, c'est le bon prétexte pour partir en catimini, te planquer et qu'on t'écoute pas, quoi, en gros. Oui, et puis, le métier de commercial, c'est un métier où tu as besoin de l'énergie des autres aussi, pour que la tienne, elle soit encore plus décuplée. Et puis, on apprend beaucoup, encore une fois, les uns les autres, de s'écouter les uns les autres. C'est hyper important. Moi, ça m'arrive encore d'écouter les commerciaux. Nous, on les fait appeler dans l'open space.
Et Raphaël et moi, on a toujours un écouteur et une oreille sur les commerciaux. Ça nous arrive de se dire, c'est pas mal ce qu'il a dit, c'est pas mal comment il l'a amené, c'est pas mal comme concept. Alors, évidemment, si nous, ça nous arrive, ça arrive à chacun de l'équipe. Et c'est pour ça que c'est intéressant que chacun puisse s'écouter. Et puis, des fois, tu as un mec qui dit « Ah, moi, je n'aurais pas fait comme ça, j'aurais plutôt fait comme ça. » Bien sûr. Et ça s'entretient, ce truc-là. Oui, et puis surtout aussi, tu vois, c'est aussi dans la difficulté que l'équipe est importante. Parce que quand tu fais une session de call et qu'au bout du 30e appel, personne n'a répondu. Personne n'a répondu. Je te jure que quand tu es tout seul dans ta call box, c'est long, ouais. Pour trouver l'énergie pour continuer. Alors que si tu as ton pote à côté qui te dit « Allez, vas-y, viens, on descend, on va prendre un café, on remonte. » Et elle est là, l'énergie. Ou « Allez, vas-y, c'est rien, le prochain, c'est le bon. » Tu vas y arriver. Enfin, c'est la motivation. On est des humains et on a besoin de rapports humains, forcément. Évidemment. On a beaucoup parlé de commerciaux, de bons commerciaux, mais tu m'as pas défini ce que c'était qu'un bon commercial. C'est quoi un bon commercial ? Un bon commercial, c'est déjà quelqu'un, je pense, qui est orienté business. Je pense que c'est important d'avoir ça bien ancré en soi. Un bon commercial, c'est quelqu'un qui est très organisé, qui est très à l'écoute aussi. On parle souvent d'écoute active à juste titre. Et un bon commercial, c'est quelqu'un qui va prendre du plaisir à vendre, à conseiller, à accompagner, à résoudre aussi des problématiques, les enjeux, les challenges que peut avoir son prospect. Si tu avais une qualité, pour le résumer, juste une seule, celle que tu préfères ? La pugnacité. Et toi, tu préfères un commercial fort en tchatch, fort en gueule, qui n'a pas de honte, mais qui ne maîtrise pas la technique en formation, ou tu préfères un timide qui a peur d'appeler, qui n'est pas à l'aise avec ses clients, mais qui maîtrise sur le bout des doigts la technique. Et là, tu viens de soulever les pires a priori qu'on peut avoir. Ouais, t'es un vendeur de tapis. Je t'envoie la patate chaude, démerdez-toi avec ça. Alors non, mais quand on est introverti, c'est hyper compliqué. Les deux se valent. Et je suis très à l'aise avec les deux. Ouais. Parce que quelqu'un qui est très extraverti, qui est très à l'aise, qui a la tchatch, si tu lui donnes en plus de ça la technique et que tu le cadres un petit peu, ça sera un excellent commercial. Mais quelqu'un qui est plus réservé, plus timide, il va développer d'autres choses, d'autres qualités. Si en plus il a une très bonne technique, de bonne méthode, il sera aussi un très bon commercial. Les deux, vraiment, je n'ai pas d'a priori. Donc la morale de l'histoire, c'est qu'un commercial, c'est ni un vendeur de tapis, ni un mec qui lit un script très structuré à la lettre. Voilà. Exactement. Juste avant que je te pose ma dernière question, tu m'as glissé tout à l'heure. Est-ce qu'on peut parler des IA qui font du mal au métier de commercial ? C'est quoi ton avis là-dessus ? J'ai juste peur qu'à un moment, le commercial devienne tributaire de l'IA, qu'il ne sache plus réfléchir par lui-même, qu'il n'ait plus cette connexion aussi avec son prospect, que l'IA vienne penser à sa place. Je crois que le danger, il est là, sans parler en plus du manque de compétences qu'on va perdre à cause de l'IA. Et ça, j'en suis convaincue. Aujourd'hui, plutôt que de réfléchir à la manière dont tu vas tourner ton mail, à la manière dont tu vas faire une proposition commerciale, à la manière dont tu vas préparer ton rendez-vous, faire ton rendez-vous, aujourd'hui, tu glisses ça dans une IA avec un prompt pas trop dégueu et l'IA te sort tout. Elle est où là, la réflexion ? Il n'y en a plus. Donc, on va perdre, je pense, en capacité de réflexion. Et moi, ça me fait extrêmement peur, pour de vrai. Donc, je dis juste, ne perdez pas ça, parce que c'est important déjà de le garder. Et c'est ce qui va faire que cette fameuse personnalisation de l'échange gardera tout son sens. Si c'est une IA qui pense à votre place, c'est dur. Ça va être compliqué. Puis surtout, si tu fais le travail d'une IA, on n'a pas de raison de t'employer, globalement. Oui. Autant prendre des IA qui le font à ta place, qui coûteront beaucoup moins cher. Oui. Donc c'est aussi le devoir du commercial que de, j'ai envie de dire, s'élever au-dessus de la meute et se dire, bah non, moi je fais un travail entre humains, il y a besoin de remettre de l'humain pour justifier mon travail, mon salaire, ma présence et tout ce qui s'ensuit. Bien sûr. Et l'IA, en revanche, parce qu'attention, hein, je suis pas contre l'IA, pas du tout, c'est pas ce que je dis. L'IA, elle doit être là pour faciliter, faire gagner du temps. Là-dessus, je suis d'accord. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, demander à une IA de préparer ton rendez-vous... Tu peux faire un petit effort quand même. Ouais, fais l'effort. Hein, ouais.
Vraiment, fais l'effort. Tu n'en seras que grandi. Exactement. Notre podcast touche à sa fin. Tu le sais, j'ai une dernière question. Si tu avais l'opportunité, toute époque confondue, de rencontrer une célébrité, qui ce serait ? Oh là là, j'en ai plein qui me viennent en tête. Alors, j'adorerais rencontrer Sigmund Freud. Ouais. Je trouverais ça fascinant. Ça ne serait pas venu à l'idée, mais... Non, mais... non, mais parce que je pense que dans notre métier, il y a énormément de psychologie. Ok. Et que c'est quand même un père fondateur de la psychanalyse. Donc, je sais à quel point ça peut jouer dans une vente. Et tu lui demanderais quoi, du coup, par rapport à la vente ? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il t'explique ou t'apprenne ou te dise ? Comment mieux comprendre l'autre encore plus que ce que je peux faire aujourd'hui. Il va te demander le Allongez-vous. pédigré de sa mère. Alors, parlons de la mère de votre prospect. Parce que je ne peux pas vous donner de réponse sur la mère du prospect. Je dis Freud, mais en vrai, il y en a plein. Il y a des figures féminines, bien sûr, qui me donnent envie d'être encore plus présente, comme une Michelle Obama ou une Oprah Winfrey. Voilà, des femmes qui sont puissantes, qui sont intelligentes, qui ont des belles valeurs. Voilà, c'est ces gens qui m'inspirent. Si vous nous écoutez, mon Freud, ça va être dur de te l'avoir, vraiment. Oui, là, ça va être un peu compliqué. En revanche, Madame Winfrey, je suis tout à fait disponible. Apparemment, elle suit assidûment Plus belle la vente. Donc, Oprah, si tu nous entends, t'es la bienvenue à Paris. À la prochaine épisode, on le fera à 3 avec Vanessa et toi. Incroyable. Merci beaucoup, Vanessa, de t'être prêtée au jeu et d'être venue. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Plus belle la vente. À bientôt, bye.